1973. Peut-être que vous pouvez nous dire l'objectif de cette conférence. La conférence thématique sur les violences faites aux femmes et aux filles en 72 et en 73, c'est une conférence pour informer l'opinion nationale et internationale sur les atrocités particulières que les femmes et les filles ont vécues lors du génocide de 1972-1973. Nous avons organisé cette conférence pour deux raisons. La première raison, c'est que nos enquêtes à travers tout le pays ont confirmé que de nombreuses femmes et filles ont été violées. Et la plupart ont eu des grossesses non désirées. Et comme conséquence, nous avons des veuves, c'est-à-dire les femmes qui venaient de perdre leur mari, qui ont aujourd'hui des enfants nés de pères différents. Et dans la problématique burundaise, ça veut dire que ces veuves ont des enfants du premier mari. Supposons que le mari était Hutu, les premiers enfants sont des Hutus. Et les enfants nés de la violence sexuelle sont des enfants nés d'un père Tutsi. Et les deux catégories d'enfants nés d'une même mère violée se retrouvent dans une même famille, se retrouvent à partager le même lopin de terre. Et vous vous imaginez les conflits éventuels que vivent ce genre de famille. Mais deuxièmement, nous avons parlé des violences faites aux femmes et aux filles parce que la plupart des veuves de 72, de 73 ont été dépouillées de leurs biens, meubles et immeubles. Les maisons, les véhicules pour les familles qui en avaient, les comptes bancaires saisis dans les banques, mais aussi les propriétés foncières. Voilà la problématique numéro 2 qui nous pousse à sensibiliser l'opinion publique en général et les pouvoirs publics en particulier sur la douleur et la souffrance que traînent les filles et les femmes qui ont été violées, qui ont été abusées sexuellement et qui ont été dépouillées de leurs biens. Il s'agit d'un aspect particulier en droit. On appelle ça les droits catégoriels. Les droits catégoriels, ça veut dire comment les femmes ont été traitées. Les droits catégoriels, ça veut dire comment les enfants ont été maltraités. Parce que la femme, parce que l'enfant, parce que l'écolier, parce que l'élève mérite normalement un traitement particulier pendant les périodes de guerre, pendant les périodes de violence. C'est l'objet de cette conférence, parce que c'est un aspect de la réalité que de nombreux Burundais ne connaissent pas. Cette vérité n'est pas connue pour une raison simple. Les veuves violées ont peur de parler. Les veuves et les filles abusées sexuellement ont peur de parler. Et surtout, les veuves ont peur de parler à leur progéniture, parce que c'est dur. Vous pouvez nous parler des chiffres selon les enquêtes que vous avez menées, des chiffres des femmes qui ont été violées dans ces violences? La dimension chiffre est difficile, parce que, je vous dis encore une fois, les veuves violées ne parlent pas encore. Les échantillons que vous avez vus dans le film, c'est un échantillon trouvé localement, mais c'est un échantillon aussi qu'on a trouvé à l'international. Parce que nous avons été à Kigoma, en Tanzanie. Nous avons écouté les veuves en Belgique. Nous avons écouté les veuves à Nairobi. Nous avons écouté les veuves à Washington. Cet échantillon, il est vraiment réduit parce que les femmes préfèrent garder le silence et la douleur
parce que parler de la violence sexuelle qu'on a vécue à la commission CVR, c'est un pas difficile à faire. Où en est l'indemnisation des victimes de ces violences? La CVR est un chantier nouveau. Nous avons d'abord à travailler sur la vérité parce que c'est la porte d'entrée de tout le travail que nous faisons. La vérité d'abord. La vérité sur les morts, la vérité sur les disparus, la vérité bientôt sur les biens meubles et immeubles, parce que si tout va bien, au niveau du Parlement, nous sommes au courant que le projet de loi CVR, qui va intégrer les anciennes activités de la CNTB, vont être confiées à la commission CVR. Où est l'indemnisation? Où est la compensation? Où est la réparation? Où est la réhabilitation des victimes? C'est tout ce chantier-là qu'on nous demande de décortiquer. On doit passer par la vérité. Si on parle d'une maison, d'une veuve d'Ogitega, quelle maison? Où se trouvait-elle? Qui est le nouveau propriétaire? Quel est le propriétaire légal, initial? Si une maison a été vendue 10 fois, 6 fois, qu'est-ce que cette vente a respecté la loi? C'est toutes ces questions-là qu'on va attaquer bientôt quand on aura la nouvelle loi qui nous confie les anciennes émissions de la CNTB. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ces vérités n'ont fait qu'atténuer les plaies des victimes de ces atrocités de 72 et 73? Ceux qui disent que la vérité contribue à recréer les émotions ou la haine, ils se trompent. Ils se trompent pourquoi? Parce que toutes les sociétés qui ont connu des tragédies sanglantes sont passées par la vérité. La vérité sur les morts, la vérité sur les auteurs. Les sociétés qui ont connu le génocide doivent passer par ce mécanisme de justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle, c'est quoi en réalité, ou en un mot? C'est un mécanisme pour faire parler les victimes, les familles qui ont perdu les leurs, les orphelins qui n'ont pas connu leur papa. C'est un mécanisme de libération de la parole et de gestion de la douleur, de la souffrance. Une douleur étouffée pendant 50 ans, une souffrance tue pendant 50 ans. Si vous rencontrez des Burundais qui ont peur de cette vérité aujourd'hui, allez voir si eux-mêmes directement ne sont pas impliqués dans les tueries ou s'ils ne sont pas déparentés aux auteurs de ces crimes. Sinon, toutes les sociétés qui veulent guérir du passé violent passent par la vérité et même le pacte de paix assigné pour l'avenir doit passer par la vérité. Parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'a rien fait. En réalité, c'est quoi la vérité? C'est l'autoroute de la paix, c'est l'autoroute de la réconciliation, c'est l'autoroute de la réhabilitation, c'est l'autoroute de l'indemnisation, parce que je ne peux pas vous demander de remettre une maison qui ne m'appartient pas. Je la revendique parce qu'elle est notre maison, parce que j'ai les papiers, parce que les voisins savent que c'est la maison du papa qui a été tué, parce qu'il y a les titres de propriété et parce que toute la communauté est au courant. C'est ce qu'on appelle la commune renommée. La commune renommée, ça veut dire tout le monde sait que la maison d'Onyakabiga 3, numéro 25, appartenait à un fonctionnaire de l'éducation qui a été assassiné. Tout le monde le sait. Donc, ceux qui ont peur de la vérité ou ceux qui disent que c'est pour remuer les émotions ou la haine ethnique, c'est une façon d'étouffer le travail de la CVR, dont la mission principale est justement la recherche de la vérité au service de la réconciliation. Vous venez d'insinuer tout à l'heure que d'ici quelques jours, vous comptez lancer, je dirais, la réplique de réconciliation, l'indemnisation des victimes. Est-ce que vous comptez en être capable au niveau de la CVR, bien connu que la CVR est composée par des commissaires, qu'en est-il pour le personnel pour cette époque?
La CVR aujourd'hui a des commissaires, ils sont au nombre de 13, a aussi des cadres d'appui. Lorsque le gouvernement va nous confier une nouvelle mission, automatiquement, le gouvernement va augmenter le nombre de cadres d'appui qui vont soutenir ce travail-là. Nous en aurons besoin au niveau de la centrale à Bujumbura, nous en aurons besoin dans les provinces. On va parler des représentations provinciales de la CVR si la loi est promulguée demain. Maintenant, est-ce qu'on peut échapper à ce chantier de l'indemnisation, de la restitution, des réparations, des compensations ou de la restitution? Un pays qui engage le chantier de la justice transitionnelle ne peut pas échapper à ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que la guérison des mémoires blessées passe par le recouvrement des droits pour ceux qui en ont été privés. 2. Parce que quand on traite le passé, on traite le passé dans toutes les différentes facettes des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises lors de cette crise-là. Maintenant, pour que ce soit mieux compris et facilement audible pour tous, il faut traiter les morts et il faut les connecter à leurs biens. Le bien, ça peut être une maison, Dogitega ou Dongozi, ça peut être un véhicule, Peugeot ou VW, que le papa avait avant d'être assassiné. Ça peut être aussi l'argent du compte bancaire qui a été saisi et bloqué. Donc, qu'on n'ait pas peur. C'est un chantier de réconciliation, mais c'est un chantier de paix d'abord. C'est pourquoi la justice transitionnelle, c'est un mécanisme éminemment politique. Ce n'est pas un mécanisme judiciaire, c'est un mécanisme éminemment politique conçu pour gérer le passé violent que la justice et des cours et tribunaux n'a pas pu gérer au moment de la commission de ces crimes, de ces tueries. Qu'est-ce qui fait peur au Burundi? Ce qui fait peur au Burundi, c'est justement d'abord la vérité. On a peur que la vérité nous dévoile les criminels et les spoliateurs. Ça, c'est la première peur. Deuxième peur, c'est parce qu'il y a des enfants, en Ngozi ou à Bujumbura ou ailleurs, qui ne savent pas qu'ils vivent dans des maisons qui ne sont pas les leurs. Mais ils apprendront peut-être en 2025, en 2026. Ces enfants, lorsqu'on va leur dire cette maison d'Orohero 2 n'est pas la vôtre, elle appartient à quelqu'un qui a été assassiné en 72 ou en 69 ou en 65, ces enfants ne vont pas le croire. Parce qu'ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans. Voilà le défi de la justice transitionnelle. Une vérité pour libérer les victimes, une vérité aussi pour libérer les auteurs. Et entre les auteurs et les victimes, il y a des innocents qui naviguent sans savoir qu'ils vivent dans des maisons qui ne sont pas les leurs ou qu'ils jouissent des biens qui ont été pris aux innocents tués. Merci.